Bonjour, mon nom est Pierre Lesage. Je serai votre hôte tout au long de ce documentaire. Plusieurs d'entre vous me connaissent sous mon nom d'artiste, Peter Moore, ou encore connaissent le nom de mon entreprise à but non lucratif, The Plot 911. Dans ce documentaire, nous allons aborder le système bancaire et monétaire, en passant par le système financier, bien entendu. Je vous invite à nous suivre sur la face cachée de l'humanité. Commençons par les causes de la maladie de notre monde actuel, le système financier et monétaire. Voyons comment on a réussi à nous imposer un système monétaire et financier totalement absurde avec les désastreuses conséquences que l'on connaît. Et nous acceptons de payer la facture de cette aberration en plus. Il faut remarquer que les médias de masse et le système d'éducation ont pris la place de l'Église d'autrefois pour nous former et non pour nous informer. C'est la raison pour laquelle on ne vous a jamais enseigné comment l'argent était créé. Vous savez comment tout autour de vous est fabriqué. Vos vêtements, la voiture, tout. Pourtant, vous n'avez aucune idée comment l'argent est fabriqué et vous l'utilisez tous les jours. Quand je dis fabriquer, dans le fond, je voudrais dire créer, parce que la majorité de l'argent n'existe pas matériellement. Non seulement vous ne savez pas comment elle est créée, la grande majorité de la masse monétaire, mais vous avez été formé à ne même jamais poser la question. Eh bien, nous, on va lui répondre. Expliquons peut-être ce mécanisme de création monétaire par les banques. Il est somme toute pas très compliqué, mais un peu ahurissant si on regarde les choses de près. Et on s'aperçoit que dans tous les pays du monde, en tout cas dans beaucoup de pays du monde, dans tous les pays importants, les États ont abandonné la création monétaire aux banques privées. Et la dette publique augmente depuis. À chaque fois, la dette publique augmente dans des proportions extravagantes. Et finalement, le mode opératoire est le même qu'avec les pays du tiers-monde, qui ont été mis en coupe réglée, pillés par les multinationales et les banques. Quand on dit le mot argent, la plupart d'entre nous pensent aux billets et aux pièces de monnaie. Mais ce type d'argent ne représente qu'une infime partie de la masse totale d'argent en circulation, soit environ 1 à 5 %. Et vous savez déjà comment cet argent est fabriqué, avec des imprimantes, du papier et de l'encre. Il est créé par le gouvernement, au Canada du moins, mais pas aux États-Unis. Mais la grande majorité de la masse monétaire n'existe pas physiquement. Elle n'est que virtuelle. Quand vous achetez des biens avec votre carte de crédit, l'argent n'existe pas physiquement. Personne n'achète une maison en argent comptant non plus. L'achat d'une propriété et toute transaction substantielle s'effectue toujours en argent virtuel. Ce ne sont que des chiffres sur un écran d'ordinateur. La grande majorité de l'argent, celle qui est virtuelle, est créée par des banques privées. Comment cet argent est-il créé? Attachez vos ceintures, car nous allons vous expliquer la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Et sa plus grande victime, c'est vous. Ça n'a pas été dit au public, les gens ne le savent pas, les gens se représentent encore la monnaie comme étant une quantité matérielle plus ou moins fixe dont il faut après se répartir la quantité entre les individus, alors qu'en fait, maintenant la monnaie ou la masse monétaire est une entité à taille variable qui est créée par le système bancaire en fonction de la demande, et il est créé par le crédit. Quand vous allez demander un crédit à la banque et que la banque vous l'accorde, elle ne va pas nécessairement, aller chercher des liquidités sur le marché. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va créditer votre compte. Mais elle va le créditer, disons, ex nihilo.
Mais en fait, elle crée ce dépôt à vue finalement d'une manière ex nihilo, avec son stylo, comme on dit. Enfin, c'est une expression avec son stylo. Les banques n'ont pas besoin de se demander dans quelle poche je vais aller trouver l'argent qui m'est demandé pour satisfaire le crédit de monsieur Dupont. Et c'est là où le citoyen déconnecte et ne comprend plus, parce qu'on a l'impression que c'est l'épargne des uns qui est prêtée aux autres, alors qu'en fait, l'argent aujourd'hui est créé ex nihilo à partir de rien, et c'est à partir de l'argent qui est créé que le superflu qui est mis sous forme d'épargne est encore redistribué après par des établissements financiers. Exactement. Plusieurs pensent que l'argent que la banque vous prête est de l'argent qu'elle a, mais c'est totalement faux. Dès qu'un emprunteur signe une promesse de paiement, la banque crée de l'argent tout neuf. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu un banquier vous dire qu'il ne pouvait pas vous faire de prêt parce qu'il n'avait plus d'argent ou qu'il devait aller voir dans ses coffres s'il en avait assez. Évidemment pas, puisqu'il crée cet argent à partir de rien en l'inscrivant au compte de l'emprunteur sous forme d'argent virtuel. Si vous et moi faisions ça, nous serions accusés de contrefaçon et nous serions emprisonnés pour très longtemps. Alors, pourquoi laissons-nous ces vautours agir en toute impunité? Moi, j'étais prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc, j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que c'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit voilà c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet parce que quand on est à un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche la création monétaire, mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. On en arrive donc à une masse monétaire équivalente à la somme d'argent empruntée, car la seule façon de créer de l'argent est par emprunt. Vous comprenez que tout cet argent a été emprunté à intérêt, ce qui signifie que même si on redonnait la totalité de la masse monétaire aux richissimes banquiers privés sans scrupules, incluant l'argent virtuel, il nous faudrait toujours rembourser les intérêts. Mais l'argent des intérêts n'existe pas. Les banques ne créent jamais plus que celui emprunté. Nous devons donc emprunter encore plus pour ajouter de l'argent en circulation et ainsi combler le manque, c'est-à-dire les intérêts des dettes passées. Mais ça ne comblera pas les intérêts de l'argent que nous venons d'emprunter, même qu'une partie de l'argent qu'on vient d'emprunter vient d'être utilisée pour rembourser les intérêts des dettes passées. Voilà. Donc en fait, les banques émettent la monnaie, elles se font rembourser et elles perçoivent les intérêts. Elles émettent la monnaie à partir de rien. C'est comme une licence gratuite en fait. Et le pire dans l'histoire, c'est que l'État, qui normalement devrait émettre la monnaie, il est obligé de payer des intérêts sur sa propre monnaie. J'ai bien Alors, compris. Dans le cas de la dette, effectivement, l'État qui a besoin d'emprunter, puisque depuis 1973, l'État, je parle de la France, ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire la Banque nationale. Il faut quand même savoir que la Banque centrale, c'est une entité qui appartient totalement à l'État. Oui. 100%. Les actions de la Banque centrale sont des actions d'État.
Alors c'est une entité qui appartient complètement à l'État, mais cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire. Disons-le comme ça. On est en plein paradoxe. En plein paradoxe. Cette entité ne peut pas prêter à son propriétaire, donc l'État, lorsqu'il a besoin de financer un certain nombre de, un certain nombre de besoins, d'équipements par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, ou pour faire des liens sur des périodes courtes, est obligé d'emprunter sur le marché financier. C'est un cercle vicieux sans fin dans lequel nous et nos gouvernements sommes pris. Nous devons nous battre avec nos frères victimes de ce système-là pour être capables de rembourser notre dette, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. On s'aperçoit que d'année en année, l'intérêt qui est dû au système fait qu'il y a de moins en moins d'argent disponible pour fonctionner, pour faire face à nos besoins vitaux, et qu'une part de plus en plus croissante d'intérêt va rémunérer le système, car en fin de compte, pour rembourser la dette, il faut toujours réemprunter au moins l'équivalent de l'intérêt. Mais ça implique qu'une famille, quelque part, n'arrivera pas à rembourser sa dette, parce que nous avons pris sa part d'argent disponible. Une famille qui se retrouve à la rue, la maison saisie, s'en suivra sûrement un divorce, une catastrophe sociale. Soit vous devenez le bourreau parce que vous réussissez à rembourser votre dette, soit vous devenez la victime parce que vous n'êtes pas capable de rembourser. Ni un ni l'autre de ces deux rôles n'est souhaitable à une bonne personne. Mais il n'y a pourtant pas d'autre rôle à distribuer dans cette pièce de théâtre de mauvais goût qu'on appelle le capitalisme sans restreinte. Mais rassurez-vous, la relation bourreau-victime est très impersonnelle. Jamais vous ne verrez le visage de votre bourreau ou de votre victime. Le pacte de compétitivité, le pacte pour l'euro plus, où on demande à chaque pays de prendre des engagements pour être plus compétitif. C'est-à-dire on dit aux travailleurs, attention, vous Français, il faut absolument que vous soyez plus compétitifs que les Allemands, les Espagnols doivent devenir plus compétitifs que les Allemands. On demande aux travailleurs de se battre les uns contre les autres. Au profit de qui? Dans chaque pays, il faudrait réduire les salaires et la protection sociale. C'est un jeu de chaises musicales, où tant qu'il y a de la musique qui joue, il y a une chaise pour tout le monde. Et aussitôt que la musique arrête, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de chaises pour vous. Oups, vous venez de perdre votre maison. Ça faisait juste 20 ans que vous étiez en train de la payer. On a sur les marchés émergents un boom considérable, parce que tout ça en fait est lié à une création monétaire internationale démentielle. Ce système est absurde. C'est un système où la dette doit gonfler constamment au profit des prêteurs. Et lorsque la dette est trop élevée et que nous ne sommes plus capables de rembourser même les intérêts, on nous impose des mesures d'austérité. C'est-à-dire qu'on coupe dans les dépenses publiques. Les soins de santé deviennent moins accessibles et de plus en plus chers. On coupe les salaires des infirmières et augmente leurs heures de travail. L'éducation est de plus en plus dispendieuse pour de moins en moins de services. Les ponts et tunnels s'écroulent sur nos têtes, comme on le voit au Québec. Nous acceptons de regarder même les grandes entreprises saccager notre environnement pour quelques dollars. Les conséquences sociales sont désastreuses. Mais l'absurdité va encore plus loin. Les banquiers aiment ça, nous voir dans l'impossibilité de rembourser la dette. Surtout si nous payons les intérêts, parce que la dette, elle reste toujours là. C'est démontré par l'absurde, par le cas grec. Dans le cas grec, à chaque fois, les mesures d'austérité sont suivies d'effets absolument dramatiques sur l'économie. La croissance est bien moins bonne que prévu. En fait, elle n'est pas moins bonne, elle est négative encore plus que prévu. Et du coup, au rendez-vous suivant, la dette est encore plus importante. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute encore de l'austérité. Et on a une série de rendez-vous de la Troïka qui, par l'absurde, enchaîne davantage d'austérité, davantage de récession, de dépression et davantage de dette. On a une espèce de spirale comme ça, absurde. Tout comme le parrain de la mafia, les banquiers préfèrent recevoir une part de votre chèque de paie à tous les mois pour le reste de votre vie, plutôt qu'un seul paiement élevé.
C'est pourquoi, devant l'incapacité de rembourser notre dette, les banquiers nous imposent des mesures d'austérité, comme des coupures de salaire des employés de l'État, ce qui résulte en une baisse de pouvoir d'achat. Les PME, les petites et moyennes entreprises, ont de la difficulté, car les ventes sont à la baisse. Certaines font faillite. La banque peut ainsi reprendre ces entreprises pour une fraction de son prix. Les taxes et les impôts perçus par le gouvernement aussi sont à la baisse. Conséquence, la nation a encore plus de difficultés à rembourser sa dette et doit emprunter encore plus au prochain terme. Devinez à qui ça profite. Bonjour, M. Carney, M. Jenskin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans l'annexe de votre document sur la politique monétaire que vous avez déposé la semaine dernière, vous expliquez comment la Banque du Canada va procéder à ce que les experts appellent un assouplissement quantitatif, c'est-à-dire comment la Banque va augmenter la quantité de crédit dans l'économie. Traditionnellement, vous le faites en achetant des bons du Trésor. Maintenant, dans le cadre de cette mesure exceptionnelle, vous pourriez le faire en achetant aussi des actifs financiers du secteur privé, c'est-à-dire, si je comprends bien, des actions et ou des obligations d'entreprises privées particulières. La Banque va acheter ces actifs en créant de l'argent à partir de rien. Je dois d'abord vous dire à quel point cette pratique de création monétaire à partir de rien et de gonflement artificiel de crédit m'inquiète. Les théories inflationnistes de Keynes étaient discréditées depuis plusieurs décennies et maintenant, soudainement, on dirait que tout le monde est devenu keynésien. Si créer de l'argent neuf et gonfler le crédit pouvait vraiment susciter la croissance, il n'y aurait jamais de récession ni de ralentissement économique. Plusieurs économistes croient en fait que c'est une création monétaire trop forte qui a entraîné cette crise. Le crédit trop facile pendant la majeure partie de la présente décennie aurait entraîné des bulles, en particulier dans le secteur de la finance et de l'immobilier. Une récession survient lorsque ces bulles éclatent et que l'économie doit se rajuster. Si c'est le crédit trop facile qui a suscité les bulles et la crise, j'aimerais bien comprendre comment on peut espérer sortir de la crise en augmentant encore plus la quantité de crédit. Est-ce qu'on ne risque pas de créer encore plus de distorsions dans l'économie en faisant cela? L'humanité a tout pour répondre à ces défis et paralysée derrière un faux problème qui est celui de le financement. Sous prétexte que, soi-disant, on n'a pas l'argent, alors que cet argent, comme on l'a vu tout à l'heure, il suffit d'un index valide sur un clavier d'ordinateur. Moi, je te crée 2 milliards en 3 secondes. Il faut bien comprendre qu'en fait, la monnaie n'est pas un bien rare. Ce qui est rare, c'est ce qu'elle permet éventuellement de produire. Ce qui est rare, ce sont les biens naturels. Ce qui est rare, c'est l'écologie dans laquelle on vit. Ce qui est rare, c'est le vivant. Mais la monnaie en soi, ça n'est vraiment pas rare. Vous avez le surendettement qui s'accroît, et donc les charges de l'endettement augmentent. Et les charges de l'endettement augmentant, vous avez un risque à un moment ou à un autre que des emprunteurs importants fassent défaut, et à ce moment-là, deviennent insolvables, et à ce moment-là, il suffit de du moindre craquement, de la moindre pichenette, je dirais, au sommet, pour que nous partons dans le sens inverse. Et c'est là que l'enclenchement de la crise se développe. Cette crise est la crise de l'austérité. Goldman Sachs est peut-être la principale banque responsable du gouffre dans lequel on se retrouve, mais pas la seule. Elles ont tous leur part de responsabilité, que ce soit Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Chase Manhattan. Ils ont tous leur part de responsabilité. Chose est certaine, ces banques-là fonctionnent à merveille pour leurs dirigeants et leurs actionnaires. Si au lieu de nous imposer des mesures d'austérité, on augmentait les salaires, le pouvoir d'achat des ouvriers augmenterait, ils dépenseraient plus, les PME iraient bon train et ça relancerait l'économie. On serait ainsi dans une meilleure position pour rembourser la dette. Mais les banquiers internationaux préfèrent, comme nous l'avons vu, les déficits zéro, c'est-à-dire payer les intérêts seulement. Comme ça, la dette est toujours là. Et devinez quoi? C'est exactement ce que nos élus prônent, le déficit zéro. On voit tout de suite à qui ils ont prêté serment, et ce n'est pas à nous. La
contradiction du système capitaliste, parce que le système capitaliste fonctionne s'il fait du profit, et pour faire du profit, il faut vendre des services et des produits. Mais si vous mettez les gens dans une situation de diminution de leur pouvoir d'achat, automatiquement, ils vous achètent moins, et donc vos profits baissent. C'est un blocage des salaires, c'est l'organisation volontaire du chômage, et c'est également une restriction de la dépense publique, une baisse des dépenses sociales. Ceux qui défendent ce système, et il y a tout un groupe d'économistes renommés dans ce lot, ils vont souvent utiliser l'argument comme quoi une dette n'est pas négative, que c'est bon d'avoir une dette, sous le prétexte qu'un million de dollars il y a 20 ans est beaucoup plus facile à rembourser aujourd'hui, à cause justement de l'inflation. C'est pas faux, mais quand on comprend le caractère inflammatoire de la dette sous le fardeau des intérêts, on comprend que c'est totalement faux. Alors, Friedman et une bande d'économistes, on peut dire prostitués. Je pense que d'une façon générale, les économistes sont une pensée prostituée. C'est rude hein, comme attaque, mais je pense que c'est tellement évident que c'est quand même c'est difficile à contester. On ne peut pas dire que tous les économistes sont prostitués. Il y a des économistes qui sont humanistes, honnêtes, résistants et pas prostitués, pas vendus aux plus riches. Enfin, en gros, les économistes sont nés pour pérenniser la domination des plus riches. Donc des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire je souffre en plus. Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire je ne suis pas un être humain. Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain. Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Le mot dette est un mot qui est très lourd et dont il faut prendre les différentes dimensions. C'est à la fois inextricablement financier, bien sûr, mais c'est également moral. Hein. Et là, la langue allemande est intéressante de ce point de vue-là. On utilise le même mot pour dire dette et culpabilité. Et les anthropologues aussi ont beaucoup de choses à nous dire. Quand ils réfléchissent sur les différenciations sociales, comment ont émergé les classes sociales, ils mettent en avant l'idée que c'est la dette qui est à l'origine du pouvoir. C'est la dette qui a conduit à l'apparition de sociétés hiérarchisées, inégales, où certains vivent du travail des autres. On peut continuer. Dans l'Antiquité aussi, la question de la dette est très importante. Dans l'Antiquité, c'est la dette qui, pour une grande partie, a pu donner naissance à l'esclavage, contraindre des personnes à vendre leurs familles, leurs enfants comme esclaves. Et c'était aussi à l'origine d'un grand nombre de révoltes sociales, la question de l'annulation de la dette. Donc cette question de la dette est une question qui remonte à très loin, qui a une dimension politique, morale tout à fait importante. Et la question qui se pose au moment de la dette, c'est bien sûr d'honorer ses dettes, d'honorer la parole donnée. Mais la question, c'est aussi jusqu'à quel point elle est légitime, cette dette. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? On ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes. Parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses fines, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer. Ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec, et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont
bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise c'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, ben, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. Et donc on en est là aujourd'hui où on fait croire qu'on agit en faveur de la réduction de la dette, mais en fait on renforce la même logique, celle qui a créé la dette, celle qui a créé la pauvreté, celle qui alimente la corruption. Et c'est bien la preuve que finalement, si on veut lutter contre la pauvreté ou contre la corruption, il ne faut surtout pas faire abstraction du combat contre la dette. Ce sont trois trépieds d'un même problème et on ne peut pas lutter contre l'un si on ne lutte pas contre l'autre. Voici à l'appui la déclaration du vérificateur général adjoint Ron Thompson et vérificateur responsable Jeff Greenberg au sujet de la dette canadienne en 1993. Depuis la Confédération du Canada jusqu'en 1991-92, l'administration fédérale a cumulé une dette nette de 423 milliards de dollars, dont 37 milliards de dollars représentent le manque à gagner pour couvrir le coût des programmes gouvernementaux mis en œuvre pendant toute cette période. Le reste, 386 milliards de dollars, représente le montant que le gouvernement a emprunté pour couvrir le service de la dette créée par les manques à gagner des années précédentes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous avons acheté des biens et services pour une valeur de 37 milliards de dollars. Mais quelques décennies plus tard, ça nous a coûté 386 milliards de plus, soit 423 milliards. Et ça n'a pas fini de monter. C'est ce que nous pourrions qualifier comme la plus grande arnaque de l'histoire de l'humanité. Surtout parce qu'au moment où ça se passe au Canada, la très grande majorité des pays du monde en sont victimes. Ils sont victimes de la même arnaque aux mains des mêmes banquiers internationaux. À la lumière de ces chiffres, vérifiés et revérifiés, les économistes qui affirment que la dette est une bonne chose sont vraiment mal informés ou ben non, sont complices, parce qu'il est difficile de croire qu'ils pourraient être stupides. Le débat se situe à un faux niveau. On ne le pose pas au niveau du pouvoir de la création monétaire parce que le public et les citoyens pensent que la monnaie est créée par un organisme public qui serait la Banque centrale, qui serait elle-même sous gouvernance politique. Donc on se dit, ben non, c'est bien nous qui avons la maîtrise de notre monnaie. Enfin, on ne se pose même pas la question. Donc pourquoi demanderait-on quelque chose dont on pense que c'est déjà là? Et c'est là où il y a un manque total d'information et qu'il est important que les citoyens que nous sommes prennent conscience que la vraie question, c'est d'abord une question de souveraineté. On ne peut pas être dans une démocratie si un peuple n'a pas la souveraineté, la maîtrise de son émission monétaire. Imaginez la somme colossale d'argent accumulée par ces requins de la finance depuis des années. La France est encore victime depuis plus longtemps de ces requins de la finance que le Canada. Et la somme est d'autant plus éléphantesque, mais vraiment pas autant que les États-Unis. C'est que c'est une catastrophe, mais on continue parce que le dogme du marché, libre, autorégulé, au-dessus des États, au-dessus des nations, est absolument indispensable à l'enrichissement infini des plus riches qui veulent que ça dure et que ça ne s'arrête jamais. Et mes collègues économistes aujourd'hui, qui se disent économistes, eh bien, sont des gens qui ne font que mettre en théorie le fonctionnement d'une économie telle que la désirent les riches et les classes dominantes. Point à la ligne. Et le dogme d'endoctrinement imposé aux économistes
est que si la création monétaire retourne à l'État, il y aura inflation. C'est hilarant d'entendre des gens éduqués parler comme ça, comme s'il n'y avait pas d'inflation présentement. L'inflation est telle que nous devons le camoufler. Nous faisons fabriquer presque tout ce que nous consommons dans les pays où les gens travaillent à quelques cents par heure. Les gens ici entrent au Dollarama ou au Walmart et sont satisfaits de ce que leur chèque de paie leur achète. Mais c'est de l'illusion. Si les biens qu'on consomme étaient fabriqués chez nous en Occident, nous aurions de la difficulté à se nourrir et à se vêtir. Et nous réaliserions qu'avec l'inflation, notre dollar ne vaut plus grand-chose. Tellement que nous ne fabriquons plus de vêtements au Canada, ou presque. La vaste majorité de notre nourriture a voyagé en moyenne 2500 km avant d'arriver dans notre assiette. Pour les intéressés, il existe une alternative toute simple. Au lieu de laisser ces faux monnayeurs opérer en toute légalité, nous pouvons forcer le gouvernement à emprunter son argent strictement d'une banque centrale qui lui appartient à lui-même. De cette façon, la nation se paie des intérêts à elle-même. Cet argent peut être réutilisé pour financer ses services sociaux et tous ses besoins. Et par exemple, si l'État avait émis sa propre monnaie en continuant dans les années 70, on en serait à combien de dettes aujourd'hui? Ah ben on serait à zéro de dette. On serait totalement à zéro de dette. On ne devrait rien à personne. C'est quand même incroyable cette situation dans laquelle on est. Absolument. C'est complètement étonnant. Alors on essaye aussi, dans la fin du livre, de donner quelques pistes d'évolution possibles. Mais ce sont des choix politiques sur lesquels on n'a pas beaucoup de pouvoir. Oui, il y a quand même quelques pistes de monnaie alternatives. Qui peuvent rester en local, qui peuvent faciliter la vie des gens localement, mais qui malheureusement ne permettent pas de se sortir de ce problème de la dette. Ouais. Problème de la dette payée par chacun de nos impôts, par les impôts, que ce soit des impôts indirects, des impôts directs, des taxes, voilà. Le problème, c'est cette confusion qu'il y a entre la monnaie et le crédit, depuis l'origine. C'est-à-dire que vous créez de la monnaie que lorsque vous faites une opération de crédit. Ça, c'est le système à couverture fractionnaire que nous avons connu depuis l'origine. Il faut le changer en dissociant la monnaie et le crédit. On aura d'un côté les banques, ce que Maurice Allais appelle les banques de dépôt, c'est-à-dire les banques qui géreront les dépôts à vue et donc les moyens de paiement dans l'économie, et puis les banques de prêt, qui elles se refinanceront essentiellement sur de l'épargne. Et en fait, tout ça vise à recréer une distinction, fondamentalement, quand on réfléchit à la question, une distinction entre ce qui est proprement la monnaie et ce qui est l'épargne, qui aujourd'hui est l'objet d'une confusion complète. C'est la Banque centrale qui émet la monnaie et les banques privées, qui, elles, continuent avec les interlocuteurs du public, continuent à prêter la monnaie, mais ont obligation, elles ne peuvent plus créer la monnaie par un jeu d'écriture comme on disait tout à l'heure, mais elles ont l'obligation de se couvrir, donc d'avoir l'équivalent sur leur compte en monnaie centrale de ce qu'elles prêtent au public. J'ai besoin de 10 000 € pour acheter ma voiture, la banque qui me prête les 10 000 € doit elle-même les emprunter à la banque centrale, moyennant alors des règles du jeu qui seront à définir dans le système bancaire, mais même s'il y a des intérêts à ce niveau-là, les intérêts reviendront à l'organe public, donc les intérêts seront redistribués après au niveau de la collectivité, et la banque, elle, ne sera rémunérée que sur des honoraires. Ça s'est déjà fait, et les conséquences étaient magnifiquement bénéfiques pour le peuple. Le Canada le faisait de 1938 jusqu'au début des années 70, en bonne partie. C'est là que nous avons créé notre infrastructure, notre système de santé, notre système d'éducation, notre grille d'autoroute, et la dette n'augmentait presque pas pendant 30 ans, parce que nous nous financions nous-mêmes. Au cœur de leurs revendications, tout comme à New York depuis un mois, la réforme du système financier. Certains ont un plan bien précis et demandent au gouvernement d'agir. De créer son argent, de sorte qu'il s'emprunte à lui-même l'argent au lieu de l'emprunter à des banquiers privés qui, eux, font une fortune sur notre dos. Autour de 1100 après Jésus-Christ, en Angleterre, le roi Henri Ier a créé un système de monnaie hors de contrôle des banquiers internationaux. Il voulait reprendre la souveraineté de sa nation. C'est ainsi qu'il a fondé le bâton de Thalie. Mais le roi acceptait aussi toute autre forme de monnaie,
comme les coquillages, les plumes, etc. Il n'y a jamais eu de système monétaire qui fonctionna aussi bien pour aussi longtemps que le bâton de tête. Remarquez que l'Empire britannique fut érigé sur ce système qui dura près de 800 ans. C'est pendant cette période que l'Empire est devenu assez puissant pour conquérir l'Amérique, l'Inde, l'Australie, plusieurs pays africains, etc., etc. Dans un cadre de démocratie, c'est au peuple de se prononcer là-dessus. Est-ce que c'est du ressort du privé ou est-ce que c'est du ressort du public? C'est à la nation de se prononcer là-dessus. Les colonies des États-Unis aussi ont créé une monnaie hors du contrôle des banquiers internationaux qui s'appelait le Colonial Script. Les États-Unis sont ainsi devenus une puissance mondiale en ayant un système sans endettement, jusqu'à ce que le système monétaire soit sournoisement privatisé par l'élite le 23 décembre 1913. À peine une décennie plus tard, les États-Unis plongeaient dans le crash des années 20. La dette monte en flèche depuis. En 2011, les États-Unis perdent leur maison au rythme de 3 000 par jour, ce qui signifie que près de 100 000 familles sont mises à la rue mensuellement. Une dette est peut-être bonne pour l'élite et pour des experts, mais sûrement pas pour ces pauvres familles. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Donc, depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper, grimper, grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France. Tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi. Mais attends, c'est que ça marche vachement bien, et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics, pas du tout, du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Nous endetter auprès de ces gens-là, en leur payant un intérêt, et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973, et si vous regardez les déficits, alors les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, le déséquilibre, c'est la formation de la dette et le service de la dette, pas le remboursement. C'est inaccessible le remboursement, ça fait trop d'argent. Le service de la dette, juste les intérêts, l'État le prend par l'impôt sur le revenu
et le donne aux riches. Mais c'est incroyable qu'on accepte un système pareil. C'est juste incroyable qu'on accepte. C'est incroyable qu'on appelle représentants des gens qui sont capables de nous trahir au dernier degré comme ça. Monsieur le commissaire, Monsieur le Président, l'imposition comme concept n'a pas vraiment changé depuis ces 3000 dernières années, n'est-ce pas? Les riches et les gens de pouvoir volent l'argent des personnes ordinaires afin de rendre leur vie plus confortable. Là où il y a eu un petit changement depuis les temps modernes est que maintenant l'impôt est pour le bénéfice de l'imposé. En quelque sorte, nous sommes taxés pro bono. Dans le but de perpétuer ce mythe, on invente des peurs périodiques pour effrayer les gens dans la soumission. La dernière de ces peurs est évidemment que si nous ne soutenons pas les taxes écologiques, nous allons tous bouillir jusqu'à la mort. Cela rappelle les religions médiévales, n'est-ce pas, qui ont joué au même jeu, payer ou brûler en enfer. L'harmonisation fiscale est un concept rêvé par la classe politique moderne pour s'assurer qu'aucun gouvernement ne vole trop peu ses citoyens. Une sorte de cartel de voleurs, si vous voulez. Puis-je suggérer, si vous voulez vraiment l'harmonisation fiscale, que la Commission et la bureaucratie paient les mêmes taxes que l'électorat? Qu'ils supportent le même fardeau de taxes que le reste d'entre nous, avant que l'électorat ne prenne d'assaut ce bâtiment et vienne tous nous pendre, ce qu'il a parfaitement le droit de faire. Aucun pays pauvre n'est sorti de la pauvreté depuis les années 70. Aucun, au contraire. Des pays qui commençaient à émerger, comme l'Argentine, comme d'autres, se sont enfoncés dans le chaos et la pauvreté et la misère. Je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de... C'est connu. Un Canadien sur 6 touche un salaire de niveau de pauvreté. Travailleur, hein? Un travailleur canadien sur 6 est payé au niveau de pauvreté. Aux États-Unis, c'est 1 sur 4 ou 1 sur 5. C'est très mal connu parce que c'est très camouflé derrière les emplois précaires, les emplois à temps partiel, sur appel, etc., etc. Mais entre 40 et 60 millions d'Américains travaillent et touchent un salaire qui les fait vivre au seuil de pauvreté. Fourchette de revenus moyens des PDG et Chief Executive Officers canadiens. Entre 6 000 $ de l'heure et 73 000 $ de l'heure. 73 000 $ de l'heure, c'est M. Gratton. Alors, 3 personnes, Jack Welch, l'ex-PDG de General Electric, M. Grasso, l'ex-patron de la New York Exchange Stock Commission, donc qui devait surveiller ceux qui surveillent ceux qui trichent, et le PDG de Carrefour France. À eux trois, ils totalisent en prime de départ en retraite 20 000 ans de revenus moyens américains, 200 000 ans de revenus moyens algériens, 600 000 ans de revenus moyens béninois, 1 200 000 ans de revenus moyens du Bangladesh. Voilà la mondialisation. 3 milliards d'individus sur la planète vivent avec moins de 2 $ par jour, pendant que chaque vache américaine et européenne reçoit 3 $ par jour en subvention. Voici qui termine le chapitre de la création monétaire. Si vous saviez déjà tout ça, j'espère que ce film vous stimulera à éduquer les gens sur la question, à joindre un groupe d'indignés de votre région et ou à vous impliquer plus constructivement dans la politique de votre nation. Si vous venez d'apprendre à quel point vous étiez victime de cette forme d'esclavage moderne, j'espère sincèrement que vous ne ferez pas l'autruche. J'ai confiance que plusieurs d'entre vous auront le courage de regarder la réalité en face et puis de prendre les bonnes décisions.
La violence n'est pas une solution souhaitable, mais les manifestations paisibles, le refus de payer des impôts et le boycott maximum des services bancaires et financiers jusqu'à la réforme monétaire font partie de notre arsenal. Créer une monnaie locale est une bonne solution à court terme, mais il faudra s'attaquer tôt ou tard au problème à l'échelle nationale. Pourquoi pas tout de suite? Nous sommes tellement plus nombreux que l'élite bancaire qu'il n'est pas utopique du tout de croire que nous avons le pouvoir de créer un monde meilleur où votre vie serait plus confortable en travaillant 2 fois moins d'heures par semaine. Il est primordial de comprendre que vivre dans une démocratie implique des responsabilités. Si vous n'êtes pas prêt à prendre vos responsabilités en tant que citoyen, à quoi bon vivre dans une démocratie? Allons vivre dans une dictature. Le dictateur prendra toutes nos responsabilités, toutes les décisions pour nous. Puis nous pourrons regarder la télévision tranquillement chez nous, sans nous soucier de la politique. Mais pour l'instant, la paresse et l'indifférence ne sont pas une option. Si vous êtes trop mou pour le faire pour vous-même, faites-le pour vos enfants et vos petits-enfants. Nous leur devons ça. Comme la citation le dit, « Ceci n'est pas la terre que vous donnez en héritage à vos enfants, c'est celle que vous leur empruntez. » J'espère que ce documentaire sera un outil. Faites-en des copies et faites visionner à vos parents, collègues et amis. Le plus vite les gens comprendront et le plus nombreux nous serons, et mieux ça sera pour nous le peuple et pour notre environnement. Il n'y a rien de plus précieux que la vie et la liberté. Je vous implore, faites votre part. Comme Albert Camus l'a dit, ni peur, ni haine, c'est là notre victoire.